Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Aujourd'hui, pratiquer le yoga est-il un acte politique ? On pourrait penser que le yoga est une pratique essentiellement individuelle. Même en cours collectif, chacun est bien à l'abri sur l'espace rectangulaire de son tapis. On s'occupe de soi, de son bien-être, on papouille son enfant intérieur et ses ischio-jambiers, avant de boire un jus d'épinard à la spiruline et de rentrer chez soi pour regarder Netflix. Aucun rapport avec la politique, a priori. Bon, fin de l'épisode. Eh ben non. La politique, ce sont des actes, mais avant ça, ce sont des idées, des opinions, voire des convictions, des croyances. Le yoga est un travail du corps, mais aussi de l'esprit. Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, l'épisode 3, la pratique peut permettre de se désidentifier, de prendre du recul par rapport à ses pensées, ses expériences, et donc ses convictions. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de valeur, bien au contraire. Mais la pratique du yoga peut nous permettre de décorréler ce que nous sommes de ce que nous croyons. C'est aussi une invitation à examiner ce en quoi l'on croit. Est-ce que nous avons les mêmes convictions politiques que ceux qui nous ont éduqués ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de fidélité et de loyauté là-dedans ? Est-ce qu'on défend notre histoire en défendant des valeurs ? Ou bien au contraire, est-ce que nos idées présentes sont à l'opposé de ce qu'on nous a inculqué ? Est-ce que c'est une revanche, une réaction ? Je crois que c'est important de ne pas confondre défendre des causes et régler des comptes. Sinon, ça brouille le message. La dimension introspective du yoga peut donc nous permettre de ne pas indexer notre valeur sur nos valeurs et nous offre également une plus grande liberté de choix. Ensuite, il y a évidemment la dimension corporelle du yoga. Par yoga, j'entends toutes les disciplines corps-esprit. Et le corps est éminemment politique. Le contrôle des corps mène à celui des esprits. Et de tout temps, le corps a été un objet, un outil, une arme, une monnaie d'échange. Il a été et est encore instrumentalisé par les structures de pouvoir, qu'il s'agisse de la famille, de la société, des gouvernements, des armées ou des entreprises. Le contrôle peut s'exercer de l'extérieur, par le biais de la violence, de l'emprisonnement, de sanctions par exemple. Mais là où le contrôle est probablement le plus fort et le plus insidieux, c'est lorsqu'il est internalisé par le biais d'injonctions. Plus besoin de cellules ni de matraques. Au hasard, une injonction, ça pourrait être « les filles doivent être jolies et gentilles pour épouser des garçons riches et puissants ». C'est vraiment au hasard. L'intérêt de la pratique n'est donc pas de réaliser de manière parfaite les postures, les enchaînements et les chorégraphies. Le répertoire gestuel est surtout un moyen de se réapproprier son corps. L'introspection a aussi une dimension physique. En apprenant à écouter son souffle, en se familiarisant avec ses sensations, en découvrant ses forces et ses fragilités, il est possible de faire de son corps un espace qui n'appartient qu'à soi. Le yoga n'est donc pas une méthode d'assouplissement ou de contorsion, mais bien une quête de liberté. Jusque-là, j'ai surtout parlé de la dimension personnelle du yoga. Mais le yoga est avant tout une discipline interpersonnelle. On le présente souvent comme un arbre à 8 branches, dont les postures ne sont qu'une seule ramification. Des Yoga Sutras, l'un des textes fondateurs du yoga, le premier aspect que les yogis doivent étudier, ce sont les yamas, ce que l'on pourrait traduire par éthique, dont le principe le plus connu est la non-violence. Mais on trouve aussi parmi les yamas la véracité des paroles prononcées, la modération des désirs, l'interdiction du vol, l'absence de convoitise. Le premier travail proposé par le yoga est donc celui de se relier à l'autre d'une manière authentique, de façon respectueuse et non extractive. C'est donc un art du vivre ensemble, une façon d'éviter la guerre de tous contre tous. Et ça, aujourd'hui, ça peut nous intéresser. Cette démarche est soutenue par la deuxième branche de l'arbre du yoga, les niyamas, qui relèvent plus de la discipline, de l'hygiène personnelle, mais pas l'hygiène genre on se lave sous les bras, l'hygiène au sens large. Les niyamas incluent l'honnêteté, le contentement, une étude appliquée, la lecture des textes sacrés. Ça peut être des écrits religieux, des essais philosophiques ou des romans. Pour moi, Le Silence des agneaux, par exemple, c'est un texte sacré. Cela signifie qu'un travail personnel est nécessaire pour entrer en relation avec l'autre d'une façon fertile.
Il ne s'agit pas d'être bien avec soi-même, idée qui véhicule à mon avis une notion d'autosuffisance erronée et nocive. Pourtant, c'est très à la mode dans le milieu du yoga moderne et dans celui du développement personnel. Je pense que l'être humain est un être de relation, qu'il a besoin de liens pour se construire et exister. Mais d'un lien fertile et sain, pas d'un lien toxique. Le yoga peut donc nous aider à développer notre capacité d'écoute et de collaboration. Par le développement d'un rapport sain à soi et à l'autre, par l'amélioration d'une qualité de présence et d'une qualité de relation, on peut faire reculer les logiques de compétition, de domination et d'exploitation. Au-delà de ce qui différencie les pratiquants ou les individus au sens large, on peut trouver ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Sur le papier, c'est très beau tout ça. La pratique semble capable de tout régler, comme une baguette magique. Pourtant, si le yoga offre beaucoup de solutions, il peut aussi contribuer aux problèmes. En Occident, ce que nous connaissons du yoga a été très influencé par la logique capitaliste. De discipline de connaissance de soi et de rencontre avec l'autre, nous sommes passés à une pratique axée sur la performance et la projection d'une image factice, amplifiée par les réseaux sociaux. On pourrait penser que les séances sont réservées à des gens riches, car les cours coûtent cher, beaux, jeunes, souples, forts. Le yoga serait donc devenu une pratique de luxe, une pratique d'élite. C'est un peu à qui fera le plus beau grand écart dans le legging le plus cher. Et là se dessine un autre lien entre le yoga et la politique. L'un des enjeux est de le rendre accessible à un plus grand nombre, pour que tous puissent profiter de ses bienfaits, mais aussi pour éviter qu'une fois de plus, les clivages socio-économiques qui façonnent notre monde se réinstallent. Il m'arrive souvent d'enseigner à des gens riches, voire très riches, et ils ont besoin du yoga, comme les autres. L'argent évite pas mal de soucis, mais il ne fait pas le bonheur. La pratique leur apporte autant qu'aux autres. Et moi, ça me permet de gagner ma vie, ce qui est plutôt chouette. Ça me donne aussi le temps et les moyens de faire des podcasts, par exemple. Mais pas seulement. Grâce à ça, je peux aussi aller travailler avec des publics qui n'auraient pas accès à la pratique autrement. En ce moment, je donne des cours dans un collège à Aubervilliers. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler à l'hôpital, en désintoxication. Avec mon maître d'arts martiaux, Olivier Barbet, je suis allé donner des cours en prison. En 2020, j'ai participé à une formation de professeur de yoga pour les migrants sur l'île de Lesbos. Ce projet a été organisé par mon amie Claire Lalande, que je recevrai dans un prochain épisode. Elle divisait son temps entre son activité d'enseignante et de responsable de studio à Genève, une ville où il y a donc beaucoup d'argent, et ses actions humanitaires en Grèce. De plus en plus d'actions de ce genre permettent à des groupes, qui en seraient a priori exclus, d'accéder à la pratique. On peut créer des espaces sûrs pour accueillir les victimes de trauma, les personnes en surpoids, les toxicomanes, les migrants, les chômeurs. Ou les hommes, qui ne se sentent pas à leur place, entourés uniquement de femmes qui mettent leurs pieds derrière leur tête. C'est la même chose avec le développement des cours féminins, par exemple, car les femmes peuvent se sentir mal à l'aise, entourées d'hommes en sueur, venus se mettre des pains dans la tête. Et c'est très bien tout ça, d'améliorer l'accessibilité à la pratique. Pourtant, la création d'espaces sûrs est à mon avis une étape du processus, et pas la finalité. Car le but du yoga est d'unir, de rassembler. D'unir les différentes parties de nous-mêmes, mais aussi les différents membres d'une même société. Pour reprendre l'exemple des cours de yoga pour hommes que je donne, le but est de donner aux participants assez de connaissances, de compétences et de confiance pour rejoindre des cours mixtes, même s'ils sont les seuls hommes de la salle, même s'ils sont moins souples que leurs camarades. L'idée est de nous sentir à notre place, même lorsqu'on est entouré de gens qui, a priori, ne nous ressemblent pas, et de se rendre compte qu'on a beaucoup plus en commun que ce que les apparences peuvent laisser penser. Parce que nous tous, nous sommes humains, et que c'est ça l'important. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.